Futurs Médias, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec le rassemblement du Front de la Résistance FIPO qui vire à la confrontation entre pro-Khalifa et pro-Sonko. Les représentants de l'opposition et de la société civile tout de même ont manifesté pour une élection présidentielle avant le 2 avril prochain. Pape Abdoulaye Touré lui dit être victime de torture en prison. Le leader du mouvement Sénégal, notre priorité, qui vient d'être libéré après 9 mois de détention, s'est confié à la presse ce matin. Dans ce 20h, zoom sur le métier de bijoutier, un métier confronté à beaucoup de problèmes d'écoulement des produits et les cas d'arnaque également. Les professionnels du secteur invitent l'État du Sénégal à valoriser la production locale. Et puis nous irons à la découverte de sites historiques au centre de la capitale sénégalaise Dakar. Il s'agit des 12 Pench. Ce sera à suivre avec Maïmouna Ndiaye en fin d'édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Un rassemblement du Front de la Résistance FIPO destiné à faire respecter au président Sall la décision du Conseil constitutionnel d'organiser des élections le plus rapidement possible. Donc c'est tenu au terrain des HLM Grand Yoff, c'était cet après-midi, avec la participation des responsables de l'opposition, de la société civile ainsi que beaucoup de jeunes. Suivons les réactions de Mamadou Mbouch du F24, Diarania et du mouvement ARC et de Abdoulaye Tine, président de l'Union sociale libérale, interrogés tous par Yaï Koumendiaï et Modou Diop. Nous, du Front de Résistance, nous considérons que les élections doivent se tenir avant le 2. Deuxièmement, le 2 avril, à partir de 23h59, Macky Sall n'est plus président de la République et il ne peut pas rester une seconde de plus. Troisièmement, la loi d'amnistie qui se prépare à faire voter, cette loi-là, elle est nulle et sans valeur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que M. Macky Sall, à 1 mois de son départ, veuille faire voter une loi d'amnistie. Ce qui est une très bonne chose et ce qui est un message fort, un message très fort à l'endroit du président de la République. Parce qu'on voit des forces vives de la nation qui aujourd'hui sont réunies afin de crier haut et fort leur désarroi, afin de crier également leur peur. Aujourd'hui, il faut agir pour que l'élection présidentielle se tienne dans les délais impartis et que le Conseil constitutionnel statue rapidement pour nous donner une date parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à avoir cette élection le plus rapidement possible. L'autre point aussi qui justifie l'organisation de ce rassemblement, c'est pour adresser un message à Macky Sall pour lui dire que de toutes les façons, il faut qu'il réagisse sans délai parce que le temps court et que si on y prend garde, mais le 2 avril, nous ne risquons même pas de pouvoir finir le processus électoral dans l'hypothèse du second tour. Et dans ce cas, on aura forcément besoin d'une transition. Mais qu'il n'essaye pas d'espérer du Conseil constitutionnel une réponse différente de celle qui a été servie et qui lui a été servie en 2016, servie encore récemment. C'est que le mandat, on ne peut pas le prolonger, on ne peut pas le raccourcir. Puis à la fin de cette manifestation, il y a eu des échanges de jets de pierre entre les partisans d'Ousmane Sonko et des partisans de Khalifa Sall. Donc une mobilisation pacifique qui s'est terminée en queue de poisson. Dommage, on n'a pas vu les images certainement dans nos prochaines éditions. Interpellé lors des manifestations du mois de juin 2023 par les forces de l'ordre au niveau de la VDN, Pape Abdoulaye Touré, après 9 mois de détention, revient sur les durs moments qu'il a vécu. Libéré il y a quelques jours, Pape Abdoulaye Touré a fait face à la presse ce matin avec son mouvement Sénégal, notre priorité. Il dit avoir été victime de torture à la suite de son interpellation. Je vous propose de l'écouter. Non seulement mon amatuma benn défense, ñu jàpp ma di ma brutaliser di ma torturer yu méttee métti après ci la ñu indi seen pick-up bi en attendant ñuy régler. À la suite de mon interpellation, j'ai été violenté, torturé.
J'ai reçu plusieurs coups et de toutes sortes. Barre de fer, un coup de pied sur le visage a touché mon œil et j'avais perdu même son usage pendant un certain temps. Au moment des faits, avant de recevoir ce coup de pied, un nerveux est venu vers moi passant entre les gendarmes et m'a aspergé d'une pompe à gaz. J'ai été menotté et obligé d'être photographié alors que je ne pouvais même pas regarder. Je suis meurtri du fait de ces actes. Parlons de toute autre chose à présent avec le ministre de la Femme et de la Famille qui compatit et condamne l'agression sur Maïmouna Ndour Faye, la journaliste patronne de la télévision 7 TV. Fatou Diané s'est exprimé lors du conseil interministériel sur les conditions de la femme ce vendredi. C'est une femme leader et modèle qui a été violentée et réclame plus de sécurité et de protection. Je vous propose de l'écouter. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, la base ou le fondement réside dans la sécurité. Il nous faut un espace sécurisé pour pouvoir s'autonomiser d'abord. Et donc nous condamnons fermement cette agression barbare réalisée, faite sur notre sœur Maïmouna Ndour Faye et nous lui souhaitons un bon rétablissement parce que c'est une dame leader qu'on a l'habitude de citer dans nos instances comme exemple de modèle de réussite. Nous le disons ici et nous le répéterons, ces modèles de réussite, ces dames leaders méritent d'être protégées. Si la violence arrive à ce niveau, qu'en dira-t-on de la femme rurale qui n'a aucun moyen, qui n'a aucune possibilité pour se défendre? En soutien à la directrice de la CTV, Maïmouna Ndour Faye, sauvagement agressée, la presse de Saint-Louis a tenu en sit-in à la place Bayandara. Ces acteurs ont dénoncé avec la dernière énergie les attaques répétitives contre des journalistes. Ils exigent la lumière sur cette affaire. On écoute à ce sujet Ami Gueye. Elle est la porte-parole des journalistes de Saint-Louis, des propos recueillis par Ousseynou Diop. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'AJS, l'association des juristes sénégalaises, condamne de son côté fermement ces tentatives de meurtre, aboutissement de toute une série d'injures et de menaces de mort dont la motivation est d'empêcher Maïmouna Ndour Faye d'exercer son droit fondamental de liberté d'expression. L'association des juristes sénégalaises exige des autorités compétentes que des enquêtes soient menées sur toutes les violations des droits humains qui ont eu lieu ces derniers temps, sur les violences et arrestations arbitraires commises par les forces de défense et de sécurité. Justice doit être rendue à Maïmouna Ndour Faye, à Absa Anne et à toutes les autres victimes de ces violations injustifiables. Autre aspect de l'actualité, nous allons dans le nord du pays, à l'indemnisation des propriétaires terriens de la zone minière des phosphates de Ndendori au centre d'une vive polémique. Les paysans qui rejettent le protocole proposé aux autorités accusent le maire de Hamadi Ounaré d'avoir cédé contre leurs intérêts en faveur des sociétés étrangères. En assemblée générale, ces populations de Ounaré, Diznette, interpellent le chef de l'État, Ali Bandelnia, et la Génie pour plus de détails. Le processus d'indemnisation des propriétaires de terres de culture sur le site d'extension des exploitations des phosphates de Ndendori est loin de connaître son épilogue. Après être rendu récemment chez le préfet de Kanel pour se plaindre des montants retenus pour chaque impacté, les populations de Hamadi Hounaré étaient en assemblée générale chez le chef de village et n'ont pas mis de gants pour tirer sur leur maire. C'est le maire qui a donné son aval au préfet pour dire: la commission qui est arrivée chez vous pour la signature du protocole d'accord, c'est moi qui ai donné mon aval, c'est moi qui les ai envoyés, donc valider le protocole d'accord. C'est que vous n'acceptez pas? Nous, on n'accepte pas. Parce qu'on ne peut pas, lui, maire à Massamakan, les 162 500 000 qui a été proposé et signé, il nous avait proposé, notre commission légitime là, il avait proposé cette somme-là, on l'a rejetée. Et aujourd'hui, c'est la base de cette somme, ils sont partis signer un protocole d'accord validé par le préfet. Mais c'est vendre la population, sa communauté. C'est vendre sa population au profit des intérêts des sociétés prédateurs étrangères. Donc il n'est pas là pour les intérêts de la population, il est là pour ses propres intérêts. Nous avons lancé un appel solennel au président de la République, son Excellence Macky Sall,
et le Premier ministre Amadou Ba de vraiment prendre des décisions fermes et adéquates ou bien des décisions idoines par rapport à cette situation. Une rencontre au cours de laquelle le préfet du département de Kanel a tout bonnement été lavé à grande eau et écarté de toute soupçon depuis le début du processus jusqu'aux derniers accords signés qu'il conteste farouchement. De nombreux orateurs qui se sont succédés au micro pour exiger la reprise immédiate des négociations afin d'amener la SOMIVA à revoir à la hausse le montant retenu pour l'indemnisation des propriétaires des 193 hectares de terre. Ce ne sont que des détracteurs du maire de Hounaré qui tentent de le salir, c'est du moins la réaction des partisans de Amadou Samba Kane. Ils prennent le contre-pied du collectif des propriétaires terriens. Ils précisent que le maire de Hounaré n'a intervenu que pour rapprocher les positions dans l'intérêt des populations. Je vous propose d'écouter Demba Diango, le secrétaire général de la commune de Hounaré, interrogé toujours par Ali Bandelnian. C'est dommage d'apprendre ces informations qui sont totalement fausses, sachant que le maire Amadou Samba Kane, qui le connaît, c'est un monsieur qui est toujours derrière sa population. Récemment, il était avec la population, en faveur de la population pour les retombées de la mine. Il en a fait beaucoup. Et également, jusqu'à présent, là où nous sommes, il ne cesse de ménager des efforts pour quand même qu'il y ait un consensus ou quand même que la commune puisse bénéficier des avantages de la SOMIVA. Et si des gens se réveillent un bon matin pour dire que voilà, donc Michel le maire Amadou Samba Kane est derrière la SOMIVA pour que piétiner les avantages de la commune, c'est tout à fait fausse. C'est des fausses révélations. Par contre, il y a des actions qu'il a faites lui-même, Michel le maire. Il y avait des commissions qui ont été installées. Mais puisqu'il n'y a pas de solution, ça a resté stand-by. Lui, en tant que maire de la commune, est d'ailleurs le seul dans les 3 communes impactées, c'est le seul d'ailleurs qui s'est levé pour dire que attends, moi je vais aller expliquer un peu ou aller venir en appoint à la population. C'est des petits politiciens qui sont là, qui veulent juste réunir son image. Mais quand même, quand on est une commune comme celle-là, je pense que l'intérêt c'était d'abord de viser le développement de cette commune. Pas essayer de diviser dans des schémas politiques, stériles d'ailleurs, parce que qui n'iront nulle part. Et puis le Sénégal vient d'intégrer le Forum des pays exportateurs de gaz en tant qu'observateur, une adhésion actée ce vendredi en Algérie lors d'une réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz. Pour le ministre sénégalais du pétrole et des énergies, cette adhésion en tant qu'observateur permettra à notre pays de tirer profit des expériences des autres pays membres. C'est un récit signé Ibrahim Khan. Le Sénégal intègre officiellement le Forum des pays exportateurs de gaz. L'information est donnée par le ministère du Pétrole et des Énergies dans un communiqué. Une adhésion actée vendredi à Alger où se tient une réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz. Le Sénégal, à l'instar de l'Angola, de la Mauritanie, est pour le moment membre observateur. Selon Antoine Félix Diome, ministre du Pétrole et des Énergies, l'adhésion du Sénégal en tant que membre observateur du GECF sera un catalyseur pour l'utilisation judicieuse du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement à travers notamment la stratégie de transformation du gaz en électricité. Une stratégie qui, selon toujours le ministre, va contribuer à l'accès universel à l'électricité au Sénégal d'ici à 2026, à la réduction des coûts de production et à l'industrialisation du pays. Créé en 2021, le Forum des pays exportateurs de gaz compte aujourd'hui 20 membres dont 12 de plein exercice et 8 membres observateurs. À noter que le chef de l'État séjourne actuellement en Algérie où il prend part ce samedi au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Une note de sport dans ce 20h avec Boulaïdia qui a refusé d'entrer en jeu sur le terrain aujourd'hui. L'entraîneur de la Salernitana, Fabio Liverani, a déclaré je voulais qu'il entre dans les 7-8 dernières minutes, mais il a dit non. Je ne peux pas compter sur lui, a-t-il déclaré. Donc la relation entre Salernitana et Boulaïdia est rompue depuis que le club a refusé de le vendre à Wolverhampton. C'était au mois d'août dernier.
La 15e journée de la Ligue 1 avec 3 rencontres qui ont été jouées ce samedi. Le leader Teungueth FC qui s'impose face à l'US Ouakam 2-1. Le Jaraaf de Dakar par contre perd du terrain en concédant le match nul blanc devant Dakar Sacré-Cœur. Nul vierge qui sanctionne également le match entre Sonacos de Diourbel et Djambar de Sali. Cette journée se poursuit donc ce dimanche avec 4 rencontres au programme à partir de 16h30 dont AS Pikine, Linguère de Saint-Louis et Casa Sport Guédiawaye FC. Nous ouvrons nos dossiers du week-end avec le métier de bijoutier, un métier jadis réservé à une certaine classe sociale, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. L'écoulement des produits selon les acteurs du secteur est un vrai problème. À cela s'ajoutent les cas d'arnaque qui sont monnaie courante, comme vous allez le voir dans ce dossier signé Habib Faye. Ils sont généralement portés au doigt, au cou ou au poignet. Ces bijoux fascinent depuis des siècles. Ces ouvriers travaillent dans l'ombre pour les rendre reluisants. Un défi pour eux, un travail artisanal qui nécessite beaucoup d'énergie. Ils identifiaient jadis une catégorie sociale, les Niagnons au Sénégal. Il y a quelques années, c'était un travail laborieux qu'on pouvait même comparer à une formation militaire qui pouvait durer plus de 10 ans. On testait le niveau de volonté et de patience des jeunes en sabotant leur travail, même si c'était bien fait. Pour devenir un forgeron bien respecté, il fallait montrer de la rigueur dans ce qu'on faisait en fabriquant des bijoux de qualité. Aujourd'hui, ce statut social est quasi relégué au second plan. L'activité intéresse au-delà de la catégorie sociale qui l'incarnait, c'est devenu un gagne-pain pour une nouvelle race de professionnels. Le bijoutier est bien différent du marchand d'or. C'est celui qui a fait la formation dans un atelier et qui a fait de l'activité son métier. Il a son atelier et sa boutique où il expose ses bijoux. De nos jours, ce travail est plus considéré comme un simple business et on confond souvent le commerçant vendeur de bijoux et le bijoutier. Le vrai bijoutier sait fabriquer des bijoux. Le bijoutier peut fixer son prix de vente. Le commerçant qui est revendeur peut ensuite vendre le produit à un prix beaucoup plus élevé. Ce qui met en péril cette profession selon ces bijoutiers trouvés dans leurs ateliers. Les bijoux importés sont en train d'affecter notre commerce. Notre travail subit les conséquences de la concurrence internationale. Et je pointe du doigt l'État qui a le devoir de nous protéger. C'est exactement ce qui est en train de détruire notre industrie. C'est très difficile de s'en sortir aujourd'hui si on n'est pas capable de trouver assez d'argent pour la fabrication des bijoux. Seuls les commerçants s'en sortent bien financièrement parce qu'au lieu d'acheter nos produits, ils préfèrent acheter des bijoux importés et notre métier en a pris un coup. Ce n'est pas tout. Ces professionnels rencontrent souvent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits sans compter les cas d'arnaque. Le métier n'est pas sans risque. Il arrive que des clients viennent nous voir pour nous vendre leurs bijoux alors qu'en réalité ce sont des objets volés. Si on achète cette marchandise, ça peut nous coûter cher, on risque la prison. Pour les faire sortir de cette impasse, l'État est appelé à apporter sa pierre à l'édifice. Le président de la République doit nous soutenir, même s'il ne maîtrise pas notre travail. C'est peut-être plus facile d'aider les tailleurs qui pratiquent un métier plus simple, à mon avis, mais nous sommes prêts à collaborer avec l'État afin de trouver une solution à nos problèmes. La production locale doit être valorisée. La production locale ne peut pas survivre sans l'appui de l'État. Il doit nous soutenir pour que nous puissions produire de la qualité. Ce travail attribué à une caste est devenu un business florissant. Les ateliers de fabrication, encore appelés lembar, disparaissent petit à petit et laissent la place aux boutiques ou bijouteries bien disposées. Et désormais, il n'appartient plus à une classe sociale seule d'exercer ce métier. Sa modernisation et les multiples marchés en ont fait une véritable activité économique, voire industrielle.
Et là, nous allons parler du théâtre populaire ou académique qui devient de plus en plus négligé au Sénégal. De nombreux producteurs ont abandonné cette forme artistique, se tournant soit vers l'abandon total, soit vers les séries télévisées qui attirent davantage les sponsors. Certains artistes comme Chergué alias Saner ont pratiqué ces deux formes cinématographiques, ces séries, bien que bénéficiant de budgets conséquents, selon le journaliste culturel Alioune Diop de la RTS, présente un contenu différent mettant davantage l'accent sur la célébrité et le succès. Ainsi, qu'est-ce qui a poussé les producteurs à se diriger vers les séries télévisées? Élément de réponse dans ce dossier signé Abdoulaye Diop. Durant la pause lors d'une séance de tournage, Saner nous présente l'équipe de la série télévisée BTBT. Cette série marque le retour de Saner dans le monde des séries télévisées. Cet acteur comédien a commencé à marquer les esprits vers les années 2005-2006 avec la troupe théâtrale Le Soleil Levant. Aujourd'hui, il passe du théâtre populaire aux séries télévisées sans perdre son expérience dramatique. Pour lui, rien n'a changé. Les gens sont seulement nostalgiques. Ils se rappellent des anciens morceaux de Youssou N'Dour ou bien d'autres disent que Saner jouait mieux avant. Alors qu'on joue les mêmes thèmes, il s'agit des réalités sénégalaises. Pape Faye est le président de l'ARCOTS, l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais. Il distingue le théâtre académique du théâtre populaire. Et puis le théâtre populaire, quelquefois, il y a une partie fondamentalement bouffon, pour ne pas dire comédie, voilà, où il n'y a presque pas de règles. Voilà, les gens ils jouent comme ils veulent, n'importe quoi. Ils jouent comme ils veulent en fait, c'est ça. Il n'y a pas de règles préétablies, des règles logiques, voilà, sur scène. Ce qui est de la différence entre le théâtre académique où c'est sur des normes que cela repose. Selon ce formateur, bien que ces deux formes théâtrales diffèrent des nouvelles séries télévisées, les acteurs qui les ont pratiquées ont un avantage certain. Les séries télévisées frisent un peu c'est pas du théâtre fondamentalement, mais ça frise un peu le cinéma. Alors, mais avec des interprétations justement qui épousent bien celles du théâtre populaire. Bah, c'est ça un peu la différence. Hein? Alioune Diop est un journaliste culturel à la RTS. Il observe que les thèmes abordés au théâtre sont aujourd'hui traités différemment dans les séries télévisées. Il y a beaucoup de fausses notes, à mon avis, dans les séries si on ne prend pas garde. Quand il est question d'éduquer, quand il est question d'orienter les jeunes par rapport à nos réalités culturelles, par rapport à nos réalités religieuses. Il y a beaucoup de tentations avec les séries. Je trouve que ce sont les mêmes thèmes. Par exemple, actuellement, on aborde dans la série BTBT la question des castes. On l'a déjà fait dans le passé avec Askanou Laobé. Les troupes théâtrales telles que Le Soleil Levant produisaient des longs métrages qu'ils vendaient à la télévision ou cherchaient des sponsors. Ils avaient du mal, les sponsors, à soutenir concrètement le théâtre dit populaire. C'est la télévision qui faisait tout et qui diffusait. Peut-être la télévision faisait les démarches pour justement trouver des sponsors. Ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, si tu viens avec tes projets, avec des séries, pratiquement les télévisions, s'ils n'adhèrent pas, ils te disent va chercher des sponsors et viens. Et pour revenir. C'est vrai, avec les séries, on a beaucoup plus de facilité avec les sponsors que dans le théâtre populaire. On le faisait par les longs métrages avaient une durée de 52 à 1h20 minutes. Et durant ce temps-là, on devait exposer tous les scénarios. Et la recherche de sponsors était difficile. Il fallait collaborer alors avec une télévision qui produisait et cherchait ensuite des sponsors pour diffuser des publicités avant ou après la pièce. Cependant, cela comportait des risques en raison de la piraterie et des problèmes de sponsoring. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les producteurs se tournent vers les séries télévisées.
Aujourd'hui, les sponsors privilégient les séries télévisées. Ils les axent sur le long terme, alors que les téléfilms durent 1 heure de temps seulement. Mais ce sont les mêmes thèmes et les mêmes acteurs. Les grands producteurs tels que Marodi et Evenprod multiplient les partenariats, leur permettant de disposer d'un budget pour créer des décors élaborés à la mode, reflétant le luxe des vêtements et des maisons. C'est ce qui explique que des centaines de jeunes attendent avec impatience les castings pour devenir des vedettes des séries télévisées sénégalaises. Merci Abdoulaye Diop. Au total, la région de Dakar regroupe 121 villages traditionnels et plusieurs collectivités. Ces habitations forment 12 peignes. Comprenez bien, Arba Palabre, ces endroits sont devenus des espaces de rencontres symboliques. Dans cet élément, nous vous racontons l'histoire de ces sites au cœur de la capitale sénégalaise, leur originalité et les personnalités qui assurent son fonctionnement. La découverte est signée à Maïmouna Ndiaye et Pape Fall. Un espace en plein air, dans le jargon lébou, ce lieu est communément appelé pench. Les notables et membres de la communauté s'y retrouvent très souvent pour échanger sur des sujets familiaux ou même célébrer des mariages. Nous voilà au pench de Yoff. damay dégg imam ratib bu grande mosquée bu Dakar imam Alioune Moussa mu wax ne lébu yi seen penc yi fi ñu ko jëlee. L'imam de la grande mosquée de Dakar nous disait que les pench lébou remontent du temps du prophète Mohamed. Nos arrière-grands-parents réservaient un petit espace à côté de la mosquée pour des retrouvailles, des lieux de discussion, d'échange entre plusieurs générations. Ak xale léegi sax la xaw a yàqu bu jëkkoon mag ñi dañuy toog fii xale yi toog fii di fo di gàmmuntu mag ñi di leen surveiller. Dans la société lébou, chacun a son rôle à jouer, suivant une organisation bien déterminée. Lébu dafa organisé woon en république. Nous sommes organisés comme dans une république. Et cette organisation remonte au temps des colons. Le Jaraaf est considéré comme un président. Il y a aussi des membres du gouvernement composés de saltigués, de ndeyireu, de laman, entre autres. Membres du gouvernement, un gouvernement. En cas de conflit également, l'on se partage les tâches. Les notables, dañu am ñu wax ay frères, mooy suñuy ndaw. Au sein des notables dans les villages lébou, nous avons des démembrements chargés de résoudre les conflits. Ils jouent également le rôle de médiateur. À l'origine, les lébous avaient une organisation matrilinéaire devenue patrilinéaire au fil des années. De cette structuration des communautés, il existe aussi différentes lignées. Dafa am ay xeet ay lu ñu tànn na ñoom ñëw foofu la ñu war a jëlee jaraaf. Au sein des lignées, les notables se réunissent pour trouver des jarafs et le choix ne pose pas de problème. C'est suivant des critères bien définis. Il peut arriver, dans l'exercice de ses fonctions, que le jaraf ne réponde pas aux exigences de la communauté. Dans ce cas, il est tout bonnement écarté. Au sein des conseils de village, la solidarité et le partage sont les maîtres mots. Si par exemple, dans la communauté, quelqu'un vit des difficultés, le conseil des notables est saisi aussitôt pour trouver une solution urgente. Lors des grandes cérémonies comme Ashura, nous faisons dans le social, par exemple en vendant le kilogramme de viande à 1000 francs au lieu de 3500 pour aider les plus démunis. Aujourd'hui, avec la modernisation et l'urbanisation, certains pench sont devenus des endroits peu fréquentés. C'est aussi valable pour certaines bâtisses lébou. La majorité d'entre elles est vendue ou transformée en immeubles. Maïmouna Ndiaye, merci. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.